Alors, j'invite le docteur Polis, psychiatre à Saint-Martin, pour nous parler, donc pour nous faire une communication sur le processus adolescentaire dans l'ombre de l'autorité parentale, expérience d'un setting de groupe et familial. Je vous laisse la parole. Il faut que j'envoie mon écran. Merci beaucoup de m'avoir présenté. Donc, je suis bien psychiatre. Moi, je voulais aussi remercier certaines personnes. Je voulais d'abord remercier les parents de Naruto. Naruto et sa famille, je les ai rencontrés à Phoenix Jeunes, qui est un centre de traitement ambulatoire pour les pathologies, pour les jeunes qui souffrent d'assuétude. Et normalement, les parents devaient être là. On avait préparé ce texte pendant quelques séances. Et puis la semaine dernière, lors d'une reprise d'un nouveau groupe à Phoenix, ils sont tombés sur des gens qu'ils connaissaient. Et pour eux, ça a vraiment été un électrochoc. Ils n'avaient pas du tout envie d'aller exprimer face à des personnes qui pouvaient connaître leur histoire familiale, ce que j'ai bien évidemment accepté. Je voulais vraiment remercier la chaire de transition de me donner la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'échanger autour de ma clinique et un grand honneur. Merci beaucoup. Je vous tenais à vous remercier d'être là. Il fait beau. Je dis toujours que ça fait 3 millions d'années qu'on a été sélectionné pour défendre notre tribu, et de rester assis dans une boîte pendant 8 heures, c'est du grand art. Voilà, encore plus depuis le confinement. Le titre, Processus adolescent dans l'ombre familiale. D'abord, j'avais dit l'ombre parentale, et puis en écrivant le texte, je trouvais intéressant de parler de l'ombre familiale. L'ombre est un concept jungien qui est une sorte d'espace de la psyché dont on ne prend pas conscience, mais qui est active. Je dois me dépêcher parce que je pensais que j'avais 45 minutes et pas 30. L'ombre est quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté, de malencontreux, mais non absolument mauvais. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. Et ça, c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup, de se dire que c'est à travers l'imperfection qu'est la progression et l'ascension. On est quand même face à des politiques maintenant et face à des tensions au niveau des coachs qui sont une espèce de congruence entre un espèce d'idéal du moi, de sa personne et sa personne. Donc il faudrait que ça vienne coller. Et dans ma façon de voir les choses, justement, c'est à travers l'imperfection que l'humanité peut naître et qu'on peut créer une relation avec le monde. Ça met fort en tension certaines familles très perfectionnistes qui ne me comprennent pas, qui pensaient que le bon docteur Polis, avec son nom bien comme il faut, allait remettre leur enfant sur le droit chemin. Et nenni, il est là au service de l'adolescence et il met du sens sur ce qui se passe. Et donc c'est très décevant. Ça amène parfois même des plaintes. Processus adolescent, moi je dis que je suis vraiment au service du processus adolescent, comme je vous disais, parce qu'on a besoin de nouveaux possibles. C'est des nouveaux possibles pour le jeune, c'est des nouveaux possibles pour les parents qui vont souvent déployer dans leur vie des zones d'ombre, de zones où le processus adolescent n'aura pas pu prendre sa place. Et donc l'adolescent va ressentir cette sensibilité particulière de ses parents et va rentrer dedans de façon peu délicate. Et donc, c'est l'occasion pour ses parents de repasser quelque chose d'une tranche d'adolescence dans leur processus d'individualisation. Mais c'est aussi l'occasion de faire évoluer la culture et le monde. On sait que les grandes révolutions partent de la jeunesse. Et on a eu l'occasion de parler de la transition. Je pense que si on veut faire transitionner le monde, il est vraiment temps d'écouter la jeunesse. J'aimais beaucoup les petites vidéos de ce matin des jeunes. Je trouvais que c'était vraiment très, très juste. La redonne archétypique, c'est un principe aussi jungien que j'aime bien. C'est le rebattement du jeu de cartes de la psyché en profondeur. On part du principe que avant la machine à penser les pensées, il y a un autre type de mémoire qui peut se mettre en route, qui est une mémoire émotico-corporelle, et que l'adolescence, avec la poussée pubertaire, va remettre en route ces mémoires-là. Ça a été étudié par d'autres, on a même je ne vais pas rentrer dedans parce que je n'ai pas le temps, mais on sait aussi que la sexuation du corps, ça je vais quand même en parler, va amener à remettre en branle toutes les données autour de l'attachement. Forcément, si le jeune va commencer à vouloir se détacher, il va venir essayer de tirer sur les nuages primordiaux avec les figures parentales ou avec les éducateurs pour voir si ça tient bien, s'ils peuvent sauter. On a vu
un trou avec Madame Eva Musby. On a vu Monsieur Maître de Terwine qui présentait un saut dans le vide. Je pense que tout le monde a bien cette image-là quand on parle de la transition, et donc ce besoin de tirer sur les liens pour pouvoir sentir qu'on est bien en sécurité, pour pouvoir sauter dans le vide. Mais ce qu'on se rend compte aussi quand on suit les familles, c'est que le fait que le jeune tire et veuille s'en aller va activer chez les parents eux-mêmes une remobilisation de leur contenu archaïque et une remobilisation de leur défense par rapport à l'abandon, et donc toute leur histoire au niveau diachronique, comme disait Monsieur Nissen. Voilà, moi j'ai aussi mon petit affre, je vous le présente. Je dis toujours que les jeunes sont pris dans le je ne sais pas, parce qu'ils sont face à des contenus émotico-corporels qui sont impensables. Et donc face à ce vide, de l'impensable, s'établit un affre sans accroche qui laisse le jeune et sa famille. Vu qu'on n'est pas dans la machine à penser les pensées, il y a très peu d'accroche pour pouvoir aider le jeune. Donc ça amène la famille et le jeune à se sentir perdus, parce qu'ils ne sont plus habitués à faire avec l'archaïque. Mon grand dada, c'est la capacité de rêverie de la mère. L'idée, c'est, comme disait Madame Eva Musby tout à l'heure, qu'il faut descendre dans le trou, pouvoir se laisser bercer par le poteau noir, ou se laisser pouvoir vraiment rentrer au-delà du miroir pour rentrer en contact avec le jeune à un niveau plus émotionnel. Et comme fait la mère avec son bébé quand elle dit « Oh, tu as l'air d'avoir mal au ventre et j'ai mal au ventre, maman », et parler un petit peu à sa place dans la capacité de rêverie, se laisser un peu aller à ressentir ce qui pourrait se passer pour ce jeune et émettre peut-être une espèce de reconnexion entre l'archaïque et la machine à penser les pensées. J'aimais bien, en parlant avec Alexandre Bain, il me disait « Mais tu ferais quand même bien de laisser la capacité de rêverie à la mère et pas au thérapeute. » Je suis d'accord avec lui, mais je pense que de reprendre contact avec ça, ça permet vraiment de nouer de nouvelles sphères de progression. Voilà, Phoenix, j'en ai parlé. Et donc, on va parler de Naruto. Quand je revois les parents pour écrire ce texte, ils me disent Naruto, il a 17 ans, c'est une famille du Brabant wallon, bien comme il faut. Ils me disent Naruto, ça va, tout n'est pas résolu, nous non plus, mais là maintenant, il est champion européen de e-sport. Hein. Il venait à Phoenix parce qu'il avait un problème de dépendance aux jeux vidéo. Mais il dit, il se remobilise et il va faire du sport. Il est parti faire un tournoi de gaming à Paris. Ça va quand même mieux et nous, ça va quand même bien aussi. Je trouve que c'est compliqué l'idée des jeux vidéo, parce que pour moi c'est pas une réelle dépendance. On est plutôt dans une très très bonne solution, une bonne façon de fuir la réalité et la dureté des relations sociales quand on est un peu en difficulté pour en faire, mais c'est pas vraiment une dépendance, c'est pas un toxique, c'est pas une substance quoi. Enfin voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Mais donc eux ont eu l'impression, ils ont eu beaucoup de difficultés pour entrer à Phoenix. Le père me dit mais je suis passé, j'ai donné 2-3 coups de fil, j'avais pas de réponse, et il a fini par débarquer sans rendez-vous, et on a eu la chance parce qu'on a pu le recevoir et entamer la situation. Mais c'est marrant parce que quand on parle avec lui, avec les deux parents, mais comment ça a commencé, la problématique de Naruto, ils disent tous les deux d'emblée, ils me parlent de la toute petite enfance. Et ça, c'est assez rare. Souvent, on vous repart à 4-5 ans, en première secondaire. Et ici, ils m'ont dit, mais avec lui, ça a été compliqué. Mais dès le départ, quand je l'amenais à l'école, il hurlait. Mais au point que j'ai dû l'emmener 2-3 fois en pyjama à l'école, et donc c'était vraiment très très spécial. Et puis ensuite, en primaire, l'institutrice m'a demandé de lui faire un quotient intellectuel, enfin de passer des tests, c'est pas lui qui lui a fait, et on s'est retrouvé avec un quotient à 148. Donc là, je me dis, tiens, est-ce qu'on est dans le cas d'une disharmonie cognitivo-émotionnelle, hein, donc vraiment ces enfants hypersensibles qui tentent de maîtriser le monde autour d'eux, qui les bombardent d'informations et de stimulus, en développant des capacités cognitives assez importantes. Et là, j'essaye vraiment de me dire, tiens, mais comment ce petit garçon hypersensible passait du matin, où je ne sais pas si vous avez des enfants, mais le matin, c'est quand même le méga bordel, à l'école où vous avez 4
45 mamans qui sont encore plus tristes que leurs enfants de les laisser là-bas. Et donc je me disais, mais pour Naruto, ça devait être juste l'enfer, quoi. Et donc de réfléchir, tout à l'heure au Tamaris, vous parliez de rituels. Moi, je trouve qu'on manque de rituels, vraiment, et qu'on ne prend pas du tout assez attention à ces moments de transition. Monsieur de Terwang parlait aussi des rituels autour de la majorité, où on n'a quasi plus rien, et les enfants sont seuls par rapport à cet affre culturel. Je le disais tout à l'heure qu'on parlait de transition et de troubles de l'attachement, que l'adolescence ramène les troubles de l'attachement. Je parle trop vite ou c'est compréhensible ? Ça va ? Ouais, ok. Et donc moi j'aime bien savoir dans quel jeu je joue, et donc je pars dans l'exploration périnatale. J'ai une femme obstétricienne, donc ça me passionne, pas ma femme, si aussi. Et donc j'aime bien me dire que peut-être que si l'adolescence ramène de l'archaïque, la grossesse, s'il n'y a pas un effet de corps, ça doit aussi ramener de l'archaïque. Et donc je trouve intéressant d'aller un petit peu voir comment ces parents ont fait avec cet archaïque-là. Je ne vais pas savoir tout développer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je tiens fort à insister, ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui aussi, qu'il faut faire bien garde, que vous n'êtes pas là pour culpabiliser, ni pour juger, ni pour dire ce qu'il faut faire. Moi, je dis toujours, je suis un archéologue, même pas un archéologue, un spéléologue avec une lampe frontale dysfonctionnante, et je m'aventure pour voir qu'est-ce que je vois. Mais je ramène chaque fois aux parents quand même que je ne pense pas qu'ils ont voulu faire du mal à leurs enfants. Et quand vous dites ça, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui peut se débloquer. Et c'est des petites phrases comme ça qui permettent à une consultation d'être à la fois émotionnante, mais aussi parfois de pouvoir un peu rire. Et ça me rappelle de nouveau, Monsieur Nyssen, votre petit graphe avec ce 8 aplati ou horizontal. J'insiste fort, je passe tout le reste, sur l'angoisse de mort. Je trouve que quand le réel de la mort apparaît dans la petite enfance, ça a toujours un impact, ou souvent un impact, il ne faut pas dire toujours parce qu'on est tous faits différemment, mais repérer ça, les décollements placentaires, les longs alitements, la souffrance fœtale, les fécondations in vitro, les antécédents de mort infantile, tous ces moments où on a l'impression, où la maman peut avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être comme il faut. Prenez bien soin de ça. Et donc mon petit truc, c'est vraiment essayer de ressentir ce que la maman pourrait avoir, un petit peu comme ce matin, Benoît Tillmans disait je ferme les yeux, et je trouvais que c'était vraiment chouette parce que c'est vraiment ça. On abaisse le niveau de la consultation, on se calme un peu et on se dit tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Et je trouve que c'est vraiment un moyen de recontacter quelque chose peut-être de plus émotionnel et peut-être de sortir un petit peu de l'appareil à penser les pensées. Bien sûr, la question du baby blues. Le baby blues, c'est pas grand-chose, c'est jour 5, on est un peu tristoun, mais bien prendre garde que c'est pas une dépression ou une psychose du postpartum. J'ai une jeune comme ça où la maman avait eu son enfant qui avait été assassiné par un de ses compagnons et qui était figé. Et le nouvel enfant de réparation n'arrêtait pas de faire des conneries, mais on sentait vraiment que c'était pour réveiller cette maman. Mais elle avait 18 ans, la jeune, donc c'était vraiment très impressionnant. Mais d'avoir ça en tête, de se dire tiens, mais peut-être que c'est le moyen que cet enfant a mis en place pour pouvoir tenir sa maman en vie. Le bordage, ça c'est ma grande passion, je déborde tout le temps, donc je parle beaucoup du bordage à mes patients. Voir comment se passaient les séparations, je trouve ça intéressant, les nuits, les séparations, est-ce que vous avez confié à quelqu'un d'autre, le développement psychomoteur, enfin vous connaissez tout ça. Je repars dans le cas clinique. Chez Naruto, ça a été un peu chaud la grossesse. Monsieur et madame travaillant dans la même belle entreprise du Bel 20 ont été mis dehors par une belle restructuration, tous les deux en même temps, et donc ils se sont retrouvés tous les deux sans emploi 10 jours avant l'accouchement. Madame me dit que le soir elle sentait qu'elle allait accoucher, puis son mari lui a dit on n'accouche pas dans son lit en dormant, et puis le matin elle se retrouve avec les autres dans le lit. Je trouvais ça rigolo, je voulais vous le transmettre, et monsieur disait avec une petite larme dans l'œil, c'était vraiment touchant, on voyait comme la silhouette du bébé dans le ventre vu qu'il n'y avait plus d'eau. Voilà. Sinon au niveau de la petite enfance, il n'y a pas grand chose à dire, il y a juste eu des drains transtympaniques. Si vous avez ça, toujours bien faire attention, ça peut amener des enfants qui ont des difficultés à s'exprimer, à se faire comprendre, qui du coup ont pu développer une certaine frustration, et donc bien voir s'il y avait un accès au langage qui n'a pas posé de problème. Ici, ce n'était pas le cas, il n'y a pas eu de souci, quoi. Ils étaient propres à 2 ans.
Une fois que je parle de la périnate, j'aime bien partir sur le transgénérationnel parce que je trouve que la périnate, c'est vraiment le moment où on crée une génération et donc on est facile à remonter la génération du dessus. Et donc ça, c'est aussi mon dada. Et donc c'est de dire aux parents, tiens, ça les surprend toujours à la première consulte, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur le lien à votre maman? Et le monsieur dit, ma maman, mais je viens pour mon fils. Ben, je dis oui, mais ça m'intéresse. Et donc je demande ce qu'ils associent autour de ça. Alors souvent ils disent, elle est gentille, c'est chouette, parfois pas. Et alors je demande, quel est l'impact de ce lien à votre maman sur votre lien à votre adolescent? Et donc on peut remonter, parce que j'essaie toujours de ne pas être dans le jugement, de se dire, tiens, mais si votre maman était comme ça, mais comment était votre grand-mère? Et comme ça, on peut commencer à créer vraiment une espèce de compréhension de ce qui se transmet dans la diachronie entre les différentes générations. Et je trouve que l'ado qui est à côté, on parlait tout à l'heure de narration de soi, hein, mais je trouve que ça amène vraiment un écrit des origines ou un parler des origines qui est vraiment intéressant, une bonne base pour cette narration de soi. J'aime bien cette phrase. On dit qu'elle est de Dolto, mais je n'ai pas retrouvé la source. La thérapie avec l'adolescent prend fin quand le thérapeute et l'adolescent se disent ils ont fait ce qu'ils ont pu, les pauvres, en parlant des parents. Retenir bien ça, je trouve que c'est un peu vrai. Il ne faut plus être dans la colère, mais être dans quelque chose du pardon. Voilà, rapidement, l'arbre généalogique ou le génogramme de Naruto. Naruto donc, est né d'une seconde union des deux parents. Le papa avait 3 enfants d'un premier lit, c'est tous des garçons. La maman avait un premier mari qui était violent. Elle m'en dira pas beaucoup plus. On va repartir sur Chaka, que c'est plus facile. J'aime bien parler de la fratrie, mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Alors moi, pour les surprendre, j'aime bien dire, tiens, si ton frère était un animal, ce serait quoi? Alors là, il vous regarde de nouveau, mais qu'est-ce qu'il est dingue, ce psychiatre. Il ne pose pas du tout les mêmes questions que d'habitude. Et ça permet de voir son accès au symbolique, et ça permet aussi un peu de les déstabiliser. Et je trouve que rapidement, vous avez comme ça une petite notion des liens familiaux. Et je trouve que la fratrie, ça parle quand même beaucoup de la sécurité de la place. Et donc, n'oubliez jamais de parler de ça. Combien de temps il me reste? Combien? Magnifique. Ah, je suis content. Le transgénérationnel maternel chez Naruto. Quand je demande à madame, tiens, qu'est-ce que vous me direz sur votre maman? Là, on rigole déjà beaucoup moins. La maman me dit, moi, je suis né hors mariage. Mes parents ont dû se marier. Non, je sais pas dire. J'ai été conçu hors mariage. Mes parents ont dû se marier à cause de moi. J'étais un accident de trop. Mon papa est mort quand j'avais 9 mois de vie et ma grand-mère paternelle me disait il est mort à cause de toi. Et puis on m'a dit qu'il était mort d'une leucémie foudroyante ou d'un AVC, mais je ne pouvais pas parler de la mort de mon papa pour ne pas faire de mal à ma maman. Et elle décrit sa maman comme étant quelqu'un souffrant d'alcoolisme et de fibromyalgie. Elle m'a dit qu'elle trouvait ça pas très cool que je parle comme ça de sa maman parce qu'elle dit mais moi j'ai fait un chouette travail autour de ça et donc d'aller dire à tout le monde ma mère est alcoolique et fibromyalgique, c'est pas que ça. Elle dit il y a plein d'autres pans et donc elle voulait vraiment vous transmettre que il fallait pas résumer à ça mais qu'elle comprenait que pour la compréhension de cette présentation il fallait être plus focalisé sur certains points. Elle dit qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour l'eau dans le nouage mère-fille et qu'elle a tenté que ses enfants à elle puissent venir réparer. On parlait tout à l'heure de Francis Cabrel. C'était comment? C'est Jacques Cabrel. Ça m'a fait rire, ça fait Jacques Brel et tout ça. Et donc la maman a essayé d'amener ses enfants pour se dire tiens peut-être avec mes enfants elle y arrivera. Et donc la maman alcoolique restait à jeun, comment est-ce qu'on dit abstinente, merci. Quand elle avait ses petits-enfants, mais du coup insupportable, elle n'avait pas du tout les réserves pour pouvoir accueillir ses petits-enfants et donc elle appelait la maman à la rescousse. Et donc pour la maman, c'était vraiment compliqué. La maman parlera aussi beaucoup de la place des compagnons de la maman qui étaient très violents. Où elle a dû à plusieurs reprises les séparer, elle a eu des menaces de mort, elle s'est retrouvée vraiment avec une terrorisée. Et de nouveau, là, il faut ressentir, quand on parle de mémoire archaïque, je pense que quand on est dans un trauma, comme ça, dans la sidération, la machine à penser les pensées ne peut plus vraiment incorporer, enfin, bon, on va incorporer, on ne va pas faire des engrammes psychiques, au niveau du cortex, mais on va incorporer ces choses-là. Et donc, quand je parle de mémoire archaïque, on est vraiment là-dedans.
Et donc madame est très sensible à la violence, au haussement de voix. Elle me dit, moi, ma mère a fait que des mauvais choix, je veux être l'inverse de ma mère. Le papa, j'en ai déjà parlé. C'est chouette parce qu'on parlait de résilience ce matin avec Benoît Tilmans. Et elle a retrouvé une lettre de son papa qui disait comme il était heureux d'avoir eu sa fille. Et on sent que ça vient vraiment comme vraiment un tuteur de résilience pour elle. Et je trouvais ça chouette. Elle parle de son papa avec beaucoup de positif. C'était un chercheur agronome brillant, me dit-elle. Elle me dira aussi, pendant les entretiens pour préparer cet exposé, que pour elle, parler de tout ça, il y avait un danger un peu de boîte de Pandore. Et donc ce risque de pouvoir être fortement déstabilisé, donc jouer avec les mémoires archaïques, il faut quand même faire attention que la personne qui est devant vous est capable de métaboliser les contenus inconscients ou les contenus de l'ombre qui vont se révéler, parce que si on vous entendez parler de boîte de Pandore, il faut y aller mollo, bien respecter le rythme de la personne, parce que le risque de décompensation est vraiment présent. Jung en parle aussi, lui-même a décompensé, donc il était bien conscient qu'il fallait faire attention. Et elle peut dire que Naruto, il vient briser la quiétude qu'elle avait durement acquise avec son deuxième mariage et sa réussite professionnelle, parce qu'après ils se sont relancés en tant qu'indépendants et que c'était pas facile de redevenir un peu le mauvais objet ou celle qui fait pas bien. Voilà, l'idée c'était elle a pu m'exprimer que Naruto avait été violent avec elle et l'avait plaqué contre le mur. Et moi, je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui, s'il faut retenir qu'une chose, c'est ça, c'est que quand Naruto la plaque sur le mur, c'est son ex-mari qui la plaque sur le mur, c'est ses compagnons de sa maman qui la plaquent sur le mur aussi, et qu'il y a quelque chose d'une sensibilité qui peut remonter au niveau des générations comme ça, mais dont la maman n'a pas conscience. Pour elle, c'est un insupportable. Elle s'est promis en elle-même que jamais plus elle vivrait de violence, mais elle ne sait pas bien l'expliquer. Et donc de pouvoir retourner comme ça avec empathie au niveau du petit enfant qui a été malmené, il y a vraiment quelque chose d'un déclic qui peut se faire et d'une libération émotionnelle qui permettra qu'elle verra différemment son fils dans un second temps. Elle me dira aussi qu'elle ne veut pas venir aujourd'hui parce qu'elle ne voulait pas qu'on voit son fils comme un être violent. Je pense qu'il a plaqué 2 fois au mur parce qu'à mon avis, c'était vraiment tendu entre eux, mais je ne pense pas que Naruto était violent, mais je comprends qu'ils voulaient protéger leur enfant, comme Eva Musby tout à l'heure. C'est quelque chose que je respecte évidemment très fort. Elle a eu très peur de repartir dans le même, d'être dans une famille violente qu'elle avait créée elle. Et là, le papa me dit, mais vous savez, moi, dans le couple, au début, c'était infernal parce qu'elle n'arrêtait pas de tester, voir jusque quand je n'allais pas la frapper. Et donc, il dit que ça a vraiment été difficile pour lui de vraiment lui dire, j'ai l'impression que tu me testes. Enfin, voilà, ça a été un long travail de couple entre deux. La violence a entraîné que Naruto a dit, moi, je ne veux plus habiter ici. Et le père l'a pris au mot, a téléphoné à l'internat, un peu comme il avait téléphoné à Phoenix. Et l'internat a dit, il y a une place qui s'est libérée. Et Naruto a été le lendemain à l'internat, comme par magie. On cherche des places parfois. Je pense que c'est des gens très convaincants. Jusqu'au moment où, quelques mois plus tard, je pensais que c'était quelques semaines, ils m'ont dit que c'était quelques mois plus tard, il a commencé un peu à dépérir, à menacer de se suicider. Et je pense que là, ça venait ramener le réel de la mort du grand-père. Et pour la maman, ça a été impossible, même si pour tout parent, c'est très compliqué de résister à une menace de mort par suicide. Mais ici, je trouvais que ça avait une dimension encore plus importante. Et je dis, tiens, Naruto, il vous fait penser à quelqu'un dans la famille. Puis madame me dit, ma mère souhaitait que j'aie un enfant aussi difficile que celui que je fus pour elle. Donc c'était vraiment dur. Ouais. Au niveau paternel, on est dans toute autre chose. L'arrière-grand-père, le papa me parle d'emblée de son arrière-grand-père comme étant vraiment quelqu'un qui était important, enfin l'arrière-grand-père de Naruto, qui était quelqu'un d'important pour lui, qui était un médecin courtisé, qui m'a dit, et avec qui il a eu beaucoup de bons contacts. Il parle de son papa comme étant un professeur d'université froid et exigeant. J'entendais un peu l'exigence jésuite, plus c'est en toi, quelque chose d'assez le social, l'image, fort en avant chez eux. Il me dit, chez moi, le moindre écart se paye cher. Quand j'avais 8 ans, j'ai volé un flotteur dans un magasin de pêche et mon père m'a enfermé pendant 3 jours dans ma chambre et j'avais un peu de mal à l'école et du coup, pour bien que je comprenne que c'était important de réussir ses études, le mois de juillet, j'étais à la ferme pour travailler et au mois d'août, j'étais en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et il me dit, j'ai dû obéir toute ma vie.
Et jusqu'à l'université, où le père l'a inscrit de force, je ne sais plus dans quelles études, et lui a été se désinscrire pour s'inscrire en marketing, ce qu'il voulait vraiment faire. Il me dira que ses parents n'ont jamais accepté son remariage et son divorce avant ça. Il me parlera de sa maman avec beaucoup plus de douceur. Il me dit que c'était une infirmière qui était à 100% dans son métier, qui aurait voulu aussi être médecin. Puis il me dira, si mon grand-père n'était pas décédé lorsque j'avais 18 ans, ben, peut-être que je serais aussi devenu médecin. Et j'ai senti là toute la puissance du transfert chez eux par rapport à moi, où ils avaient vraiment fort investi le lien avec moi. C'est pas pour rien que je les ai choisis, eux. Hein. J'aurais pas pris une situation où le transfert n'aurait pas été présent. Ben ici, on est dans autre chose. Le papa me dira, la génération du dessus, on a dû en prendre rapidement distance après notre mariage, tant du côté paternel que du côté maternel, et donc on a fait un peu le vide et on a rempli nos enfants. Et je trouve que c'était vraiment intéressant parce qu'on a senti, il m'a dit, c'est comme si on avait été parents, grands-parents en même temps. Et lui qui a toujours obéi, a vraiment voulu que ses enfants aient comme ça plein pouvoir à la maison, ou en tout cas ne manquent de rien. Et genre, il faisait un steak à 3h du matin parce que son fils avait faim après une partie de gaming où il avait quand même bien travaillé. Et on a dû beaucoup travailler autour de comment mettre des limites, comment dire non, qu'est-ce que ça venait réveiller chez lui. Et on sentait de nouveau le petit enfant qui ne voulait plus faire payer à son fils. Je trouve que c'est vraiment important la confrontation parents-enfants, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Il me reste 5 minutes. Je vais vous parler des groupes. Moi, j'ai connu donc ces parents à travers les groupes. Ils étaient très insistants pour que je parle de ça. Les parents, enfin, horrible quoi. Ils arrivent dans le groupe et le père me dit « Je veux des tips ». Moi, je ne savais même pas ce que c'était un tip. Je veux des trucs quoi. Et donc moi, je le regarde, je dis quoi, des trucs. Et alors là, miracle, j'ai une maman qui est là depuis 8 groupes qui arrive et qui lui dit « Ah mais ça, vous n'allez pas trouver ici. Hein. » Je pense que je lui aurais dit ça. Moi, j'étais juste expatrié sur Mars. Mais que cette maman, avec toute cette bienveillance, lui dit avec tout ce qu'elle avait traversé, elle, ça, vous ne trouverez pas ici. Vraiment, on va faire un autre travail. A vraiment permis à ses parents de redescendre. Ils disent ça a vraiment permis de sortir de notre microcosme et de notre mode de pensée pour ouvrir des possibles à un espace de pensée. La mère a eu beaucoup de difficultés à aller à ces groupes parce qu'elle dit que ça revenait remettre qu'elle aussi se retrouvait dans un groupe lié aux assuétudes, avec les assuétudes de sa maman. Elle a vécu mes interventions comme violentes et jugeantes. Je pense que je leur avais dit cette fois-là, comme un con, ce premier groupe, il m'avait dit que leur fils jouait aux jeux vidéo et que vraiment il me demandait comment l'arrêter. Et je dis les jeux vidéo, c'est un truc plein d'avenir, quoi. Actuellement, ils ont plus de moyens que le cinéma et tout ça. Et ils ont vraiment vécu ça comme si on n'avait pas du tout conscience de ce qu'eux vivaient. C'était vraiment compliqué. Et puis il m'a dit ici qu'il avait même proposé maintenant à son fils de faire carrière dans les jeux vidéo, mais que son fils a dit que ça ne l'intéressait pas. Mais donc, même quand on a l'impression qu'on veut juste un peu décaler les choses, on est quand même violent. Eux, ils ont vraiment eu l'impression que je revenais avec quelque chose qu'ils ne faisaient pas bien, or que je n'étais pas... Enfin, peut-être que j'étais là-dedans, mais je n'en avais pas conscience. Et la maman me dit qu'elle a eu un déclic avec la table de mixage. On a un média au niveau du groupe qui a une table de mixage où on dit toutes les exigences que vous avez, si vous les mettez à fond, ça fait une musique inaudible. Et donc, c'est vraiment de repenser une table de mixage avec quelle exigence vous allez favoriser par rapport à votre jeune. Elle a dit, mais là, la maman dit, mais pour moi, ça a été un déclic de me dire, en fait, j'avais des exigences comme ça énormes à tout niveau pour mes enfants. L'après fut compliqué, c'est des parents qui ont des difficultés avec les moments de transition. Ce matin, Magali avec un I, Flavie, insistait fort sur le recouvrement. Enfin non, c'est moi qui insistais fort sur le recouvrement. Elle parlait des espèces de tuteurs, pas des tuteurs, des référents uniques pour le suivi des jeunes. Alors il faudrait qu'Elon Musk trouve des bioniques rapidement parce que un bonhomme tout seul avec un jeune pendant 3 ans,
Enfin, je crois qu'il faut un peu les amener avec nous à l'hôpital, mais je crois qu'ils n'ont pas conscience de tout l'affectif qui se rejoue au niveau des relations, qu'elles soient sociales ou thérapeutiques. Mais par contre, c'est vrai que c'est chouette de penser au recouvrement. Moi, j'aime bien cette idée de Van Leuven, Frédéric, qui parle des tuiles qui doivent se recouvrir pour faire étanchéité. Il faut vraiment faire attention, mais chez eux, il y avait vraiment quelque chose, une difficulté à lâcher, et donc ça a été compliqué. C'est des gens qu'on a guidé vers le Kral, parce que j'ai vraiment eu l'impression, quand j'ai pu rencontrer Naruto avec ses parents une fois en individuel pendant le groupe, c'est pas le groupe, mais c'est enfin les 10 séances, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait qu'on était à la limite entre la disharmonie émotico-émotionnelle et quelque chose de plus autistique, Asperger. Il y avait quelque chose d'indécalable, comme ça, une difficulté de ressentir l'empathie, et donc ils vont aller au Kral. Mais évidemment, il faut 2 ans pour avoir un rendez-vous. J'exagère, je ne sais pas combien de temps. Donc, pour conclure, il me reste 30 secondes, je suis très content. There is no such thing as a baby. Donc, un bébé comme chose n'existe pas. Il faut toujours voir que le bébé est dans un environnement. Tout le monde l'a dit, je crois, aujourd'hui. Pensez aux familles. Je crois que pourtant je suis psychanalyste, travailler sans les familles, c'est juste, à mon avis, pas raisonnable. J'aime bien dire qu'il faut raisonner plutôt que raisonner, parce que ça, c'est mon truc. Et être en empathie avec les sources d'injonctions inconscientes dans lesquelles le jeune et sa famille sont pris. Donc, je me suis promis de jamais faire ça, mais je n'arrive même plus à m'en souvenir. Donc, vraiment, à les redescendre à ce niveau-là. Si vous avez aimé mon exposé, il y a toute une journée qui parle des traces et des réminiscences à l'adolescence, jeudi prochain à Namur. Il reste une 30aine de places, vous êtes tous les bienvenus. Je ne vous invite pas, mais vous pouvez vous inscrire. Merci beaucoup, Dr Polis. Vous avez eu un exercice pas simple d'en même temps faire exister cette famille qui n'a pas pu venir et en même temps nous transmettre cliniquement des éléments et du jeune en transition et de sa famille. Merci pour cet exposé très très intéressant.